Bonjour, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à l'Artistique. Est-ce que certains d'entre vous étaient déjà présents lors de la présentation du Drasme il y a quelques jours, semaines, je ne sais plus, les jours sont longs en ce moment. Oui. Bon, eh bien, c'est un petit peu dans la même logique que nous avons construit ce rendez-vous. Puisque grâce à l'accueil de l'UNOC, on a pu vraiment construire avec un certain nombre de partenaires des liens dans des expositions avec des musées. Bon, le Drasme, évidemment, c'est en lien avec le musée d'archéologie de Cimier, puisqu'il y a une très belle exposition quand la mer nous parle, qu'il faut absolument aller voir sur les épaves méditerranéennes. Donc c'est dans ce cadre-là que nous les avions invités. Et puis là, aujourd'hui, grâce aussi à Arnaud Chomas, donc le directeur du Drasme, nous avons l'opportunité d'avoir une conférence sur la grotte Cosquet avec un titre vraiment très intéressant puisqu'il parle d'un, bon, il n'est pas encore, mais un patrimoine en cours de destruction, préserver un patrimoine en cours de destruction. Donc je donne la parole sans plus attendre à Monsieur Montoya, qui est en charge de toute l'équipe de recherche de la grotte. Et je vous souhaite une bonne conférence. Messieurs, dames, bonjour. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, je suis Cyril Montoya. Je suis conservateur régional de l'archéologie. Donc, j'ai la responsabilité de l'archéologie de toute la région PACA. Et comme je m'ennuie, j'ai aussi la responsabilité des recherches sur la grotte Cosquer. Bien entendu, je ne suis pas seul et donc je représente une équipe. Donc, je voudrais remercier la ville de Nice de m'avoir donné l'occasion de vous présenter ce site splendide, unique au monde. Et l'idée, c'est pas de vous faire une présentation, de vous faire visiter la grotte Cosquer en soi. Ça, je pense que vous avez la possibilité de le faire en allant visiter la réplique, puisqu'il y a une réplique qui existe depuis peu. À proximité du MUSEM à Marseille, mais l'idée c'est de vous présenter comment on réalise une recherche scientifique sur un site qui se détruit tous les jours et pour lequel, donc un site classé au monument historique, sur lequel des urgences sont en cours, et voilà, vous montrer comment on essaye de travailler pour ce site et comment on met en œuvre tout un tas de problématiques de recherche. Alors, l'idée, voilà, c'est ces 4 points. Vous présenter très rapidement l'historique de ce site, comment il a été découvert, les premières recherches. Ensuite, vous parler un petit peu de problématiques d'enjeux de conservation, le contexte archéologique, et puis on va essayer de vous balayer quelques-unes des recherches qu'on réalise à l'intérieur de la cavité. Alors, sans vous faire injure, vous l'avez compris, c'était écrit dès le départ, la grotte Cosquer est située dans le massif des Calanques, à proximité, sur la commune de Marseille et à proximité donc, de la zone urbaine de Marseille, plus exactement en fait au sein du cap Morjou. On vous a fait une petite représentation en fait, de la grotte à l'intérieur du massif. C'est une représentation qui est précise à peu près à la 50aine de centimètres près. Cette représentation, en fait, ça donne une idée de la position de la grotte au sein du massif calcaire. Et c'est surtout une grotte qui fait, alors, la partie, je dirais, ornée, c'est-à-dire la partie archéologique, fait presque 4000 m², donc ce qui n'est pas non plus immense. Mais là, le fait de vous l'implanter dans le massif, ça vous donne un petit peu une idée de sa superficie. Alors, rapidement, c'est une grotte qui a été déclarée par Henri Cosquer en septembre 1991 et qui a très vite fait l'objet d'une expertise par le seul préhistorien à l'époque qui était en capacité de pouvoir pénétrer dans la cavité, qui était Jean Courtin. Alors il faut savoir, il faut dire et redire qu'en fait, l'authenticité de cette grotte ornée
a été très rapidement remise en question dès le départ par certains archéologues et préhistoriens, je dirais, du nord de la France. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas exister, c'était pas possible qu'à Marseille, il y ait une grotte ornée. C'était impossible. Alors effectivement, les grottes ornées, comme vous le savez peut-être, on en a une concentration, entre guillemets, de l'autre côté du Rhône, notamment dans le sud-ouest, et plutôt dans le secteur des Cantabres en Espagne. Et voilà, ça paraissait impensable qu'une grotte ornée existe au-delà du Rhône, et notamment en Provence. Du coup, ça a émis tout un tas de défiance et de problématiques sur l'existence potentielle et sur la véracité de cette cavité, de cette découverte. Très rapidement, Jean Courtin, quand il est rentré en septembre 91, il a prélevé rapidement des charbons et puis il s'est aperçu très rapidement qu'il n'y avait absolument aucun problème, que l'authenticité était très claire et très nette. Et c'est à partir des premières datations qui ont pu être effectuées au carbone 14 que je dirais, cette authenticité a été confirmée sans aucun souci. Mais ça a quand même pris un certain temps pour que ça pénètre au sein de la communauté scientifique et que ça puisse être accepté. Un an après, je dirais quasiment, cette grotte elle a été classée au monument historique. Et donc, s'en est suivi toute une série de travaux. Donc, au début des années 90, par Jean Courtin, Jean Clotte et Jacques Coulina-Girard, et puis toute une série d'autres travaux au début des années 2000, et quelques suivis scientifiques, je dirais, au courant des années 2000 et 2010. En 2016, le ministère de la Culture a décidé en fait de numériser la grotte, bien entendu pour un but conservatoire. Au départ, il n'y avait pas encore l'idée de mise en œuvre d'une réplique de la grotte qui n'était pas encore envisagée. Et cette numérisation, elle est toujours d'actualité puisque la numérisation de la grotte n'est pas encore totalement finie. Mais cette numérisation, en tout cas ce qui n'a pu en être fait, a servi à la mise en œuvre de la réplique qui peut être visitée aujourd'hui à Marseille, à proximité du Mucem. Donc le programme que je dirige, en fait, il a démarré à partir de 2020. C'est une décision ministérielle de la Direction générale des patrimoines qui a décidé en fait de la mise en œuvre de ce projet scientifique dans le cadre en fait d'une équipe pluridisciplinaire, vous le verrez dans la suite des diapositives que je vais vous présenter, avec une composition de tout un tas de spécialistes, notamment des archéologues. Alors, il y a des archéologues qui travaillent sur les parois, je vous en montrerai quelques exemples, les archéologues qui classiquement travaillent par terre, je dirais, sur les sols archéologiques. On a ce qu'on appelle des géomorphologues qui vont travailler sur toute la formation de la cavité, géomorphologues, karstologues. On a des experts de la 3D, on a des topographes, on a tout un tas on est une vingtaine de personnes qui travaillent sur le site. Et ça forme une véritable équipe pluridisciplinaire. La première fois qu'on est rentré dans la cavité, donc c'était en octobre 2022. Et à ce moment-là, je dirais que les conditions météo étaient plutôt favorables. Généralement, on fait des campagnes qui couvrent à peu près un mois, généralement en octobre ou entre mi-septembre et mi-octobre. C'est à peu près le moment où, sur le plan climatique, la grotte est plus facilement accessible, même si c'est de plus en plus compliqué. Et donc, on a pu rentrer uniquement 6 fois la première année. La deuxième, ça a été une superbe année avec de très belles conditions météo. On a pu rentrer 13 fois. Et puis l'année dernière, les conditions météo étaient catastrophiques. Et malheureusement, c'est uniquement 5 entrées qui ont pu être effectuées. Tout ça pour vous dire qu'en fait, travailler à Cosquer, ça reste très compliqué parce qu'on est dépendant, des conditions météo. Et je vous en dirai 2 mots tout à l'heure. Alors, dans le cadre de
de ce programme de recherche, on est accompagné par les collègues du DRAM. Je crois que Arnaud Chomas est venu vous présenter son service il y a peu de temps. Donc les collègues du DRASM nous accompagnent à la fois sur un plan technique, puisqu'on est, entre guillemets, on est archéologue. Généralement, on a des compétences sur le terrestre, on n'a pas des compétences sous-marines. Et donc, on a de vrais plongeurs qui nous encadrent et qui nous filent un coup de main pour pouvoir pénétrer dans la cavité. Parce que pénétrer dans la cavité, ça reste encore compliqué. Sur le plan, alors on a une aide technique, on a une aide logistique de la part des collègues du DRASM. Pour vous dire, rentrer juste un appareil photo, tout simplement, ça reste toujours extrêmement complexe. Donc on a toute cette aide qui est majeure et qui nous permet qui nous accompagne de manière pertinente et très utile sur la réalisation de ce programme. Alors, la grotte Cosquer, c'est un accès qui est uniquement sous-marin. Je vous dirai 2 mots tout à l'heure là-dessus. Il y a pour l'instant, il y a eu des légendes comme quoi il y avait des accès terrestres. Je peux vous confirmer qu'il n'y a absolument aucun accès terrestre et que pour pénétrer dans la cavité, il n'y a pas d'autre moyen que de plonger. Donc il y a 2 entrées. Il y a une entrée qui est à 37 mètres de profondeur, qui est très complexe, qui en fait avec un cheminement et une remontée à peu près sur 110 mètres de long pour pouvoir accéder ensuite à la cavité. Donc c'est une plongée qui est extrêmement technique, très compliquée, qui n'est pas donnée à tout le monde. Et puis il y a une deuxième entrée qui est moins profonde, mais qui est aussi avec un accès spéléologique et qui est, je dirais, beaucoup plus restreinte, puisque voilà, on finit par une petite chatière d'une 50aine de centimètres de hauteur, et quand on passe pour pouvoir entrer dans le réseau, on a un petit peu les bouteilles et le ventre qui frotte un peu de partout. Donc c'est-à-dire qu'on a la possibilité de rentrer du matériel pas très volumineux par l'entrée supérieure, et quand on a besoin de rentrer des objets un peu plus volumineux, on le fait par la partie inférieure. Tout ça pour vous dire que ça reste complexe. Ensuite, on pénètre donc dans la cavité, on arrive dans un secteur où on permet en fait de ce qu'on appelle ces décapelés, c'est-à-dire lever ces bouteilles et la stabilisation qui nous équipe en plongée. Et puis on change de costume. Et ensuite on fait toute une série de migrations. Je vous montrerai quelques images tout à l'heure, qui nous permet après d'accéder donc à la partie ornée. On a également dans la cavité un temps de présence qui est restreint, qui est de 5 heures maximum. Ça c'est assez contraignant, et avec un nombre limité de personnes, qui est uniquement 6 personnes. Donc il faut absolument parfaitement être en cohérence et bien préparé, compte tenu du temps relativement court, parce que 5 heures ça peut sembler long, mais sous terre ça passe très très vite. Donc il faut être opérationnel assez rapidement. Et puis l'autre point, c'est aussi les conditions de travail. Alors clairement, on ne se plaint pas, on ne se plaint absolument pas, mais on est dans des conditions constamment humides et constamment trempées. On travaille constamment dans l'eau, et donc c'est sûr que les journées à la fin peuvent être un petit peu compliquées, mais encore une fois, tout se passe très bien. Alors, ça c'est une coupe. Je vais plutôt inverser. Ça c'est une coupe de la grotte, avec ce que je vous expliquais, les 2 entrées. L'entrée supérieure qui est à peu près à 6 mètres de profondeur, et l'entrée inférieure qui toutes les 2 se retrouvent sous l'eau. Ces 2 entrées n'ont pas été numérisées, sont toutes protégées, sécurisées. Et donc vous voyez que sur la partie inférieure, en fait, quand on rentre à 37 mètres, je vous le disais tout à l'heure, on chemine à peu près sous l'eau dans un réseau, dans un boyau qui fait à peu près 1,50 m, 2 mètres de large en moyenne, voire un peu plus, légèrement un peu plus, sur à peu près 110-120 mètres de long pour accéder donc à la grotte. C'est l'accès qu'ont utilisé les hommes préhistoriques pour pouvoir pénétrer dans la cavité.
Et puis il y a un autre accès qui a été découvert en fait récemment, qui correspond en fait à un réseau supérieur qu'on utilise, qui est donc un accès, je dirais, sur une profondeur qui est moins importante, mais qui est tout aussi complexe, puisque c'était, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un accès en spéléo, donc souterrain. Alors, une fois que je vous le disais qu'on décapelle, on lève les bouteilles, ensuite on va marcher sur à peu près 100 mètres, 80 mètres, pour arriver au sommet d'un puits. Et au sommet de ce puits, en fait, on va descendre 35 mètres de haut. C'est l'image que vous avez à votre gauche, sur une sorte de via ferrata. C'est un cheminement qui est aménagé et qui nous permet en fait de pénétrer donc par le haut, par la cavité. Pour faire à peu près ce cheminement, il nous faut quand même 45 minutes. Et ensuite, on peut bien entendu arriver dans la partie ornée et se mettre à travailler. Alors, je vous le disais, c'était écrit dans le titre, la grotte Cosquer, c'est un site qui est en fait en cours de destruction, par, je dirais, la montée du niveau marin. Ce niveau marin, en fait, crée des dégâts sur les sols archéologiques, parce qu'on a toujours tendance à penser que la grotte Cosquer, et c'est le cas, c'est une grotte peinte, avec de nombreuses peintures, gravures, et je vous en montrerai quelques-unes. Mais c'est aussi une grotte qui comporte de très nombreux ou de très précieux sols archéologiques. Ces sols archéologiques sont particulièrement bien conservés, à part dans les secteurs qui sont régulièrement menacés et qui se retrouvent très régulièrement sous l'eau et qui se détruisent tous les jours en fait par le battement de la nappe marine. On a aussi donc ce battement de la nappe marine qui va abîmer les parois de la grotte et qui va les lessiver et donc ce battement va altérer, en fait, abîmer les parois avec éventuellement des éléments peints ou gravés ou tout un tas de traces d'activité que les hommes préhistoriques nous ont laissées. Donc on a une grotte qui se détruit quasiment tous les jours. Là, je vous ai mis une image d'une des premières ou deuxième entrées, je ne sais plus, qu'on a réalisées cette année dans la cavité. C'était au mois de septembre, le 25 septembre de l'année dernière, où on a en fait le niveau de l'eau de la cavité qui était parmi un des plus hauts qu'on ait pu mesurer dans la grotte, avec le panneau des chevaux, qui était quasiment noyé de moitié. Mais je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure, dans le cadre d'un phénomène très particulier qui existe dans la grotte, notamment un phénomène de pressurisation et de dépressurisation de la cavité. On a des variations du niveau d'eau à l'intérieur. Donc là, une des premières rentrées qu'on a pu effectuer, on s'est retrouvé avec un niveau d'eau qui était très, très haut. Quand je dis très haut, c'est à peu près par rapport au sol actuel de la cavité, on était 70 cm plus haut que le sol. Et donc niveau d'eau qui lessive et abîme, je dirais, en quasi continu, plusieurs mois par an en tout cas, les parois de la cavité. Et puis, à l'occasion d'une tempête le week-end suivant, le niveau d'eau il baisse d'un coup. Il baisse d'un coup parce que la grotte en fait va se remettre en pression. Et je vais vous expliquer un peu plus loin pourquoi. Donc des variations, vous voyez, extrêmement importantes du battement du niveau d'eau. Tout ça a bien entendu un impact sur les vestiges archéologiques au sol, mais bien entendu aussi sur les parois. Alors voilà une autre image de ce que vous voyez en fait là sur cette image. Donc c'est un sol avec un recouvrement d'un voile de calcite qui est altéré, cassé, avec en dessous des niveaux charbonneux qui correspondent en fait au sol archéologique. C'est les sols sur lesquels on
piétinés, qui ont été piétinés par les hommes préhistoriques. Ce qui est intéressant aussi, quand le sol est quand le niveau d'eau est extrêmement bas, c'est qu'on peut faire des observations qu'on n'a pas l'habitude de faire de manière générale, et on voit tout un tas d'éléments sous l'eau qu'on n'a pas l'occasion de voir. Donc là, en l'occurrence, ce que vous voyez, c'est tout un tas de stalactites, stalagmites, ce qu'on appelle, nous, plus généralement, ce qu'on appelle des spéléothèmes, en fait, qui sont fracturés, qui ont été cassés. Alors, pour la plupart, ont été fracturés de manière naturelle, mais visiblement, ces spéléothèmes ont été réutilisés par les hommes préhistoriques pour pouvoir réaliser des aménagements. Et on en a plusieurs exemples dans la grotte, où certains de ces gros blocs ont été bougés, ont été déplacés par les préhistoriques, notamment pour faire des aménagements de type marche, voilà, pour faire des marches, pour faire des petits escaliers. Ils les ont bougés. Donc je peux vous dire que certains sont assez lourds. Alors je vous ai montré l'impact de la mer, l'impact de la mer dans la cavité, donc entre autres avec le réchauffement climatique. Mais on a un autre impact sur ce site majeur, sur ce site inédit, enfin pas inédit, unique. C'est l'impact de l'homme sur cette grotte qui n'est pas négligeable. Je parle donc d'un impact anthropique parce qu'on est bien entendu à proximité d'une des plus grosses agglomérations de Méditerranée nord-occidentale, une des plus importantes en tout cas de France, mais aussi une des plus importantes de Méditerranée. Et cette agglomération et les hommes qui y vivent produisent tout un tas de détérioration de déchets qui vont être directement visibles au sein de la cavité. On a par exemple à proximité de la cavité, on a une vieille station d'épuration qui ne fonctionne plus, mais qui a encore fonctionné il y a quelques années, qui produit et qui génère tout un tas de pollution, et puis qu'on retrouve régulièrement, je dirais, mais de moins en moins à l'intérieur de la cavité. Bien entendu, la grotte étant en contact avec la mer, on a toute une série de pollutions, donc pollution marine de manière générique, donc notamment des dégazages de bateaux. Donc on peut avoir des hydrocarbures. On a eu une fois la présence d'hydrocarbures au sein de la cavité, et de manière, je dirais, plus récurrente, la présence de microplastiques. Mais ça, je dirais, c'est pas nouveau, malheureusement, puisque vous savez que maintenant, dans la plupart des poissons qu'on mange, les estomacs sont remplis, malheureusement, de ces microplastiques. Donc, je dirais que ça semble tout à fait évident qu'on en trouve aussi à l'intérieur de la cavité. Voilà. Alors, donc, le projet, comme vous l'avez vu, c'est un programme qui s'est mis en place, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, qui s'est mis en place relativement récemment. L'idée, c'était d'essayer de faire face à l'urgence de cette destruction, et donc de développer tout un tas de problématiques qui permettent en fait, de prendre un maximum d'informations avant que cette grotte ne soit détruite à jamais. Et donc, mettre en place une recherche scientifique, ce qu'on appelle une recherche scientifique intégrée, c'est-à-dire une recherche scientifique qui prend en compte l'ensemble des disciplines. C'est une recherche en fait pluridisciplinaire, tout simplement, qui permet de prendre encore l'ensemble des problématiques scientifiques et de pouvoir essayer d'y travailler dessus. Cosquer n'avait pas bénéficié de ce type-là de recherche. D'autres grottes françaises l'ont eu et ont toujours des équipes scientifiques qui travaillent dessus, notamment à la grotte Chauvet, si ça vous dit quelque chose, en Ardèche, ou la grotte de Cussac en Dordogne. Voilà, sur ces deux grottes, il y a ce type-là de problématique qui est en cours, problématique de travail. Et donc l'idée, c'était de mettre en place la même chose sur la grotte Cosquer.
avant de rentrer dans le détail en fait, des problématiques scientifiques qu'on développe sur cette grotte, je voulais juste vous donner quelques informations du cadre géographique de l'Europe au moment où les paléolithiques ont fréquenté cette grotte et au moment ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire. Le dernier maximum glaciaire, en fait, c'est la période la plus froide. C'est la dernière période la plus froide qu'ait connue la planète. C'était à peu près entre 23 et 20 000 ans. Il y a à peu près entre 23 et 20 000 ans. On est sur, je vous ai mis là une image pour vous représenter en fait la modification substantielle en fait du paysage et de la cartographie par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous avez à cette période-là, à cette époque-là, c'est-à-dire il y a à peu près 20 000 ans, vous avez le niveau d'eau de la mer qui se retrouve à peu près à 120 à 130 mètres plus bas que l'actuel. Donc avec des paysages qui sont profondément différents de ce qu'on connaît aujourd'hui. Vous voyez par exemple qu'une bonne partie de l'Angleterre est recouverte par un glacier et on va en Angleterre à pied. Par exemple, la mer Adriatique est aussi correspond à peu près à la moitié de ce qu'on connaît aujourd'hui, que la Sardaigne et la Corse sont connectées. Donc voilà, un paysage qui est particulièrement différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, c'est tous ces espaces-là qui ont été maintenant recouverts par la mer, c'est des espaces qui sont disparus, mais qui ont été fréquentés, qui ont été parcourus par les hommes préhistoriques il y a un peu plus de 20 000 ans. Voilà, c'est à peu près, c'était un petit zoom, mais c'est à peu près la même chose, c'est un petit zoom de ces éléments, les éléments dont je viens de vous présenter. L'autre élément aussi dont je voulais vous parler, c'est la spécificité de ces grottes ornées. Ce que vous avez là en point noir, la présence de ces grottes ornées, pardon. Ce que vous avez là sur les points noirs, en fait, c'est toutes les grottes connues et répertoriées. Quand je vous dis, c'est les grottes au sens naturel du terme. Les karstes et les grottes connues et qui sont répertoriées au sein du bassin rhodanien. Et ce que vous avez en jaune, c'est uniquement les grottes ornées, peintes, connues pour le moment. Donc vous voyez la quantité assez importante de grottes connues par rapport à la rareté de ce type-là de vestiges qui a été découvert. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération, alors qui peut s'expliquer, peut-être qu'il y en avait beaucoup plus, mais elles ne se sont pas parvenues, c'est-à-dire elles ont été détruites ou se sont détruites sur un plan naturel, je dirais. Mais ça vous donne un petit peu quand même une idée de la rareté de ce type de vestiges. Et puis bien entendu la grotte Cosquer. L'autre élément de contexte, rapidement, que je voulais vous présenter, c'est que la grotte Cosquer, c'est une des grottes les mieux datées au monde. Quand je dis les mieux datées, c'est-à-dire qu'elle comporte une quarantaine maintenant, un peu plus de 40 dates qui ont été réalisées, et que, donc c'est des datations au carbone 14, et que ces dates, en fait, elles recouvrent en fait une chronologie d'à peu près 11-12 000 ans, pour ce qu'on en sait actuellement. Donc c'est toujours un état de la recherche. Les plus anciennes dates qui ont été mesurées sont autour de à peu près 28 000 ans. Ça me fait partie, d'ailleurs, c'est une des plus anciennes grottes au monde aussi, sur ce caractère-là, avec bien entendu la grotte Chauvet qui est qui est vraiment beaucoup plus ancienne que la grotte Cosquer. Mais globalement, à l'échelle je dirais à l'échelle de la planète, c'est considéré comme une des plus anciennes au monde. Et puis donc voilà, ce qu'il faut voir, c'est que cette grotte, elle a été fréquentée, en tout cas, encore une fois, pour ce qu'on en connaît, parce que là, on est en train de travailler notamment sur la chronologie, mais elle a été fréquentée en quasi continu pendant 11 à 12 000 ans. Donc, je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le nombre de, la quantité de personnes et la quantité de préhistoriques qui sont passés par cette grotte.
on a toujours tendance à voir un petit peu un focus assez restreint, mais c'est une fréquentation qui est longue et qui est continue. Et il n'est pas impossible qu'on puisse trouver, dans le cadre du travail qu'on est en train de mener, des fréquentations plus anciennes, voire même plus récentes. Voilà, donc c'est-à-dire que cet intervalle de fréquentation va très certainement s'élargir dans les prochaines années à la faveur du travail qu'on est en train de réaliser. Alors, ce qui est particulièrement intéressant à Cosquer, c'est l'originalité des représentations graphiques qu'on y retrouve, qui ont pu être découvertes. On a un corpus graphique qui est représenté par à peu près 13 espèces différentes d'animaux. Vous avez le tiercé dans l'ordre avec le premier bouquetin et puis celui qui est le moins représenté, donc c'est le félin, puisqu'il n'y en a qu'un seul. C'est presque, je dis presque parce que je crois qu'il y en a 69 au total pour l'instant, 69 empreintes de main, je vous en montrerai quelques-unes tout à l'heure. Et c'est en fait particulièrement intéressant parce que l'originalité de Cosquer, c'est la présence en fait au sein de la cavité d'animaux marins. Ça, c'est très particulier à Cosquer. Alors, bien entendu, on peut se dire, en fait, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, mais la mer, à l'époque où les paléolithiques l'ont fréquentée, sur à peu près les 11-12 000 ans, qui correspond en fait à la chronologie de fréquentation de la grotte, la mer était située à peu près entre 7 à 8 km au droit de la grotte. Donc, ce n'était pas une grotte stricto sensu littorale. Il fallait quand même faire 8 km pour pouvoir accéder au littoral. Mais on perçoit en tout cas que cette influence marine, on l'aperçoit dans la cavité, avec la représentation, entre autres, de pingouins. Donc là, je ne sais pas si vous les voyez en bas à gauche, mais c'est... J'ai un pointeur. Voilà, pardon. Donc vous avez là la présence là de pingouins, donc c'est trois pingouins. L'histoire dit que c'est le combat de deux mâles pour une femelle, donc qui est là localisée un peu loin. Donc je dirais que la femelle comptait les points. Voilà. Donc vous avez également là la présence d'un félin, probablement d'un jeune félin. Et puis je ne sais pas si vous voyez bien, parce que c'est un peu plus compliqué. C'est l'association en fait d'animaux marins et d'animaux terrestres. Donc à l'occurrence là, un cheval, un protomée de cheval, avec un phoque. Les deux se font en face. Ça c'est assez spectaculaire et assez original. Et on trouve plusieurs types de cette association au sein de la cavité. En 2003, on avait à peu près 405 entités graphiques qui ont été répertoriées. Et très rapidement, on est monté à plus de 700 depuis qu'on est rentré dans la cavité. Je dirais qu'on a quand même fait à peu près le tour des entités graphiques qui ont été répertoriées, inventoriées. Mais je pense qu'on n'est pas encore à l'abri d'en trouver d'autres, notamment ces dernières années. Et vous le verrez, je vous en montrerai quelques exemples. Mais on ne va pas, je pense, multiplier par deux encore l'inventaire et la quantité d'entités graphiques qui ont été inventoriées. Alors, pardon. Cosquer, c'est ce type-là aussi de parois. Donc, c'est de très nombreuses gravures, raclages, tracés digités, dont le sens encore nous échappe, hein, associés en fait à des séries de mains en négative. C'est ce type-là de parois qu'on a aussi à Cosquer. On a pratiquement dans toute la grotte, on a des traces en fait très nombreuses en fait de raclage de la paroi. Ce raclage de la paroi en fait, visiblement, avait une intention pour les paléolithiques, c'était de récupérer cette fameuse pâte. En fait, c'est une altération de la superficie en fait de la paroi, une altération de calcaire. En fait, la paroi est molle. Et c'est ce qu'on appelle en fait le Mondmilch, c'est le lait de lune en fait en allemand. Et c'est une sorte de pâte blanche
qui visiblement a été récupérée à plusieurs reprises par les hommes préhistoriques et pour laquelle d'ailleurs probablement ils y sont revenus à plusieurs reprises. C'est-à-dire que visiblement la grotte n'a pas été fréquentée uniquement pour y peindre ou y graver des animaux pour éventuellement y réaliser tout un tas de gestes rituels, on dira, mais probablement aussi pour pouvoir récupérer cette matière qui est une sorte de pâte de calcaire en fait, qui peut avoir différents usages. Par hypothèse, on en évoque au moins deux, on peut en évoquer au moins deux. Le premier, c'est une sorte d'enduit corporel blanchâtre qui permet à la fois donc, de se donner de la couleur. Je vous rappelle qu'à cette période-là, au moment de la fréquentation, et jusqu'à peu près il y a 2-3 000 ans, jusqu'à peu près 2-3 000 ans, les hommes ont une couleur foncée, donc sont mat de peau, voire même légèrement foncé, et que probablement cet enduit corporel blanc devrait les protéger contre les agressions, entre autres, du soleil. La deuxième utilisation potentielle, et qui est connue d'ailleurs au moins depuis l'Antiquité, c'est une sorte d'emplâtre gastrique, une sorte de specta, si je peux utiliser ce terme, notamment pour combattre l'acidité de l'estomac. Et ça, en tout cas, on sait que c'est au moins connu depuis l'Antiquité, ce type-là d'usage, en tout cas pour le Molmich. Bon, voilà, c'est des hypothèses de travail, il faudrait qu'on y travaille, enfin qu'on travaille un peu plus sur ça dans les prochaines années. Mais en tout cas, c'est vraiment un des éléments importants de fréquentation et d'usage de la cavité, c'est la récupération de cette matière au sein de la grotte. Alors, voici quelques exemples en fait de mains négatives qu'on peut retrouver dans la cavité, avec sur des histoires. Hein. Quand je parle d'histoire, c'est-à-dire qu'il n'est pas impossible que ce que vous avez là, c'est le résultat de plusieurs gestes séparés par plusieurs milliers d'années, hein, et que peut-être voilà, ces mains ont été réalisées il y a à peu près 28, même 29 000 ans quand on a pu réussir à les dater, et puis qu'en gros ces gravures par-dessus ont pu être réalisées, parce que pour l'instant on n'a pas la possibilité de dater ces gravures, on sait qu'elles viennent après, mais elles ont pu être réalisées bien plus tard, peut-être plusieurs milliers d'années en suivant. L'autre type d'éléments qu'on peut voir, c'est ces animaux, donc c'est ce bison qui est particulièrement extrêmement bien réalisé, qui mesure quasiment, donc qui est sur une paroi qui mesure quasiment 2 mètres de long. Lui aussi, il y a des problématiques de chronologie qui se posent, puisque 2 dates ont été réalisées sur cette paroi, et qu'on a une discordance de plusieurs dizaines de milliers d'années, je dirais, pas dizaines, mais de moins de 5-6 000 ans. Et il n'est pas impossible que ce bison ait été retouché à plusieurs reprises par différents groupes humains, et qu'en fait, ça soit en fait le résultat donc de plusieurs gestes sur la paroi. Et puis on a ces éléments un peu plus schématiques aussi, sous la forme de gravure. Ce que vous avez en bas, je ne sais pas si vous le voyez, donc ici, c'est un bouquetin très schématisé. Alors les bouquetins, c'est assez intéressant parce qu'ils sont quasi systématiquement, quand ils sont gravés, ils sont associés à ce type de croisillon en fait sur le corps. Et puis associés, encore une fois, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Alors ce que vous voyez au-dessus, c'est un phoque. On reconnaît les barbelures, c'est assez schématisé, mais ce type-là de représentation au sein de la grotte est assez récurrent, enfin, en tout cas sous la forme de ce que l'on attribue comme étant des phoques. Là, c'est effectivement hyper schématisé. Mais voilà, encore une fois, l'association de ces 2 types d'animaux, un animal marin avec un animal terrestre, est encore une fois assez récurrent au sein de la cavité.
Donc, de manière concrète, cette grotte se détruisant, on a décidé de mettre en place, je dirais, 3 problématiques de recherche au sein de la cavité. La première, je vous en dirai 2 mots, c'est de savoir comment cette grotte fonctionne, parce qu'aujourd'hui, elle a un fonctionnement. Vous le savez, aujourd'hui, je vous l'ai montré, elle est noyée. Et donc, pour pouvoir y accéder, il faut plonger. Le seul accès qu'on ait, c'est l'accès sous-marin. Et donc, pour comprendre un petit peu, mais ça c'est la base, je dirais, du travail d'un archéologue, c'est de savoir comment son site fonctionne. C'est ce qu'on appelle en fait la taphonomie. Alors ça veut dire quoi la taphonomie? C'est essayer d'étudier l'ensemble des agents qui ont participé à la destruction ou à la conservation du site archéologique. Donc ce qu'on est en train de faire là, c'est une étude taphonomique, c'est-à-dire de comprendre le fonctionnement de la cavité. Et vous verrez que cette grotte, en fait, elle a un fonctionnement aujourd'hui qui est très complexe. On a un doctorant là qui vient de soutenir sa thèse, qui nous a aidé à nous éclairer un petit peu sur ce fonctionnement. Mais voilà, c'est la priorité en tout cas du travail de l'équipe scientifique. La deuxième priorité, c'est de travailler sur tous les secteurs qui sont en train de se détruire, sur les secteurs menacés. Alors, comment on fait? Donc, c'est un travail qui se fait à la fois sur les parois, mais aussi sur les sols archéologiques. Et donc, l'idée, c'est de faire un bilan sanitaire de la grotte, de faire un bilan, un inventaire de tous les vestiges qui sont en train de disparaître, pour qu'on puisse avoir une trace, avec un objectif, bien entendu, conservatoire. Et puis, le troisième point, et là, je vous en montrerai aussi quelques exemples, c'est le développement d'outils méthodologiques, alors notamment des outils liés à la 3D, puisque travailler dans cette grotte, on va générer une quantité très importante de données, et il va falloir aussi ensuite les manipuler, les étudier, les traiter, et puis donc on a besoin d'avoir au sein de l'équipe des experts pour pouvoir travailler, nous aider, nous accompagner pour utiliser toutes ces données. Alors, l'idée, là vous avez juste un plan du sol de la grotte. Vous voyez qu'une bonne partie en fait de la grotte, alors ce que vous avez en bleu bien sûr, c'est la partie sous l'eau, c'est la partie noyée. Donc l'idée, comme je vous le dis tout à l'heure, c'est de faire un constat, un inventaire, et de travailler à la fois donc en paroi sur toutes les entités graphiques, c'est-à-dire les gravures, les dessins, les peintures qu'on peut retrouver sur les parois, de vous travailler sur ce qu'on appelle les tracks. Alors les tracks, en fait, c'est les traces d'activité. En fait, vous allez le voir, je vais vous montrer, on mène comme si on menait une enquête à l'intérieur de la grotte. C'est pas comme, on mène une enquête. Et donc on va inventorier n'importe quelle trace qu'on observe, qui ensuite je vous en montrerai quelques éléments, on va essayer de donner du sens à ces traces qu'on observe. La moindre petite trace est inventoriée. On va également cartographier en fait tout le alors c'est les ensembles morphokarstiques, c'est-à-dire en fait toutes les concrétions calcaires que l'on retrouve dans la cavité. Et puis ce qu'on va faire aussi, on va essayer de travailler, alors puisque ces concrétions, alors quand je parle de concrétion, en fait c'est les voiles de calcite, c'est les stalagmites, c'est les stalactites qui sont aujourd'hui dans la cavité, mais certaines d'entre elles n'étaient pas présentes quand les hommes préhistoriques l'ont fréquenté. Et notamment certains voiles de calcite qu'on a au sol, ce sont des voiles qui sont relativement récents, qui ont à peu près 8-9 000 ans. Et au moment où les fréquentations humaines se sont faites dans la cavité, ces voiles de calcite n'étaient pas présents. Donc l'idée, c'est d'essayer de rechercher ce qu'il y a sous ces voiles de calcite. Et puis, dernier point, c'est cette grotte, elle est monitorée, c'est-à-dire on la surveille, et on a tout un tas de capteurs qui nous permet de suivre en fait la climatologie de la grotte. Et ça, c'est extrêmement important, justement, encore une fois, pour comprendre son fonctionnement. Alors, on nous a autorisé à travailler sur 2 secteurs. Le premier, c'est ce qu'on appelle le secteur 205, que vous avez en haut, tout en haut, ici. Donc, c'est le secteur du Grand Puy. On appelle le secteur du Grand Puy parce qu'à cet endroit-là, en fait, on a à peu près un puits de
30 mètres, 35 mètres de profondeur. Ça veut dire que quand les hommes préhistoriques ont fréquenté la grotte, donc le grand puits, vous l'avez ici, là, c'est ça. Quand les hommes préhistoriques ont fréquenté la grotte, et notamment quand ils sont venus réaliser ces mains, je ne sais pas si vous les voyez, ces mains peintes en fait sur cette draperie ici, il y avait à peu près 30 à 35 mètres de vide à proximité. Voilà. Donc on ne sait pas encore si on a quelques gars ou quelques personnes au fond du puits qu'il va falloir qu'on aille récupérer. Peut-être on fera un jour un relevé bathymétrique, on verra. Bon. Mais c'est vous donner une idée en fait de la présence. En fait, aujourd'hui c'est en eau, mais au moment de la fréquentation, en fait, c'était 30 à 35 mètres de vide. Donc ça, c'est le premier secteur. Et le deuxième secteur, c'est le secteur 101, qui correspond en fait au secteur des chevaux, que vous voyez là. Donc je vous ai montré une image tout à l'heure, une partie de ce panneau qui était noyé, et pour lequel on réalise voilà, ce travail d'inventaire. Alors, pour vous préciser aussi, en fait, c'est que la grotte, elle est constituée de deux salles. Ce qu'on appelle la salle au sud, c'est la salle 1, la salle au nord, la salle 2. Et que cette salle, en fait, elle est séparée par des spéléothèmes, par des concrétions, et que le seul moyen, en fait, de pouvoir naviguer d'une salle à une autre, c'est on a des sortes de passages, ils ne sont pas nombreux. On en a un premier ici, qu'on appelle le hublot, et en fait, on a encore des traces en fait, d'usure qui sont liées à la fréquentation des hommes préhistoriques qui sont encore conservées au sol, c'est assez extraordinaire, on a des traces de frottement, en fait. Donc visiblement, on est sur une zone qui a été extrêmement fréquentée, qui est très usée par les passages des paléolithiques. Et puis on a deux autres connexions, ici entre 204 et 108, et entre 108 et 107, qu'on appelle la faille des bisons, qui est en fait un passage hyper étroit, très très étroit, et qui permet en fait de connecter les deux salles. Et puis un élément important, qui aujourd'hui est sous l'eau, c'est l'accès paléolithique qui se trouve en fait à cet endroit-là. Donc les hommes préhistoriques, quand ils accédaient à la grotte, ils accédaient par cet endroit-là. Alors que nous, quand on y arrive, je dirais aujourd'hui, donc ça c'est l'accès inférieur qui mène à 37 mètres aujourd'hui de profondeur. Et nous, on y accède en fait par le sommet du puits. Et quand on arrive après dans ce secteur-là, hein, sur lequel on chemine et qui nous permet ensuite d'accéder par cette salle, la salle 2. Donc vous voyez quelque chose un espace qui est assez compartimenté et sur lequel on nous a autorisé à travailler donc sur les deux secteurs. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette grotte? J'arrête pas d'employer ce terme, mais on fait ce qu'on appelle un inventaire. On avait au départ une sorte d'inventaire photo. Là, en fait, on fait un inventaire géoréférencé. Alors ça veut dire quoi, un inventaire géoréférencé? C'est tout simple. À l'aide en fait d'applications, de logiciels qu'on peut avoir sur des tablettes ou sur des téléphones, on va localiser, géoréférencer en fait sur un fichier numérique toutes les traces, tous les vestiges, toutes les entités graphiques, dessins, gravures que l'on peut voir, observer au sein de la cavité. C'est-à-dire que chaque élément qui est observé l'est de manière extrêmement précise. On est au centimètre, voire même parfois au millimètre près. Ça nous permet en fait d'avoir un inventaire quasi complet de la cavité, de toutes les traces qu'on peut observer à l'intérieur de la cavité. C'est ce qu'on appelle en fait un système d'information géographique, un SIG. Et ces traces, en fait, on peut les associer à la fois, donc on prend des photos, et associé à ces photos, on y associe ce qu'on appelle une table attributaire, c'est-à-dire des informations. Un exemple, on va prendre une photo d'une main, et puis associé derrière, on met ce qu'on appelle une base de données. On va lui dire, ben, c'est une main rouge, elle est positionnée en X, en Y, en Z à tel endroit. Cette main rouge, elle se trouve dans tel secteur. Il lui manque un doigt. Enfin, voilà, on associe tout un tas de données. Ces données, ça nous permet ensuite de pouvoir les questionner quand on en a besoin et de pouvoir faire des analyses ensuite quand on a un gros volume de données qui a été acquises. Ça nous permet en fait de questionner toutes ces données et de pouvoir générer des récurrences, des informations archéologiques.
Ce qu'on observe aussi, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est toute une sorte de traces d'activité. C'est ce qu'on appelle des traces. Encore une fois, là, je me répète, on mène vraiment une enquête. C'est-à-dire on arrive et on va répertorier tout ce qu'on voit sur le plafond et sur les sols. Alors qu'est-ce qu'on peut voir sur les plafonds ou sur les sols? On peut voir tout simplement des petits points charbonneux. Alors c'est par exemple pour retrouver 3 points charbonneux. 3 points charbonneux, bon, ça a l'air de rien, mais c'est une information, on la prend, on l'enregistre. On peut avoir au sol d'autres concentrations charbonneuses, notamment des éléments, alors là pour le coup peut-être celui-là est chauffé, mais ça peut être des foyers, ça peut être éventuellement des charbons qui sont tombés d'une torche qu'avaient les préhistoriques et qu'on retrouve par terre. On peut avoir par exemple aussi des éléments de taches d'ocre qui sont repérables sur la paroi, qui peuvent être en fait liés à des frottements, qui peuvent être liés aussi à des positions de main sur les parois que les hommes préhistoriques nous ont laissées. Ça peut être aussi par exemple, alors ce que vous avez là, on appelle ça nous des lustres, mais en fait c'est des anciens planchers de stalagmites suspendus qui sont liés en fait à la formation de la grotte. Je vous en dirai rapidement 2 mots. Ces traces charbonneuses en fait qui sont en hauteur peuvent être par exemple des systèmes d'éclairage. On a d'autres éléments, mais ça je vous ai les montrer, ce qu'on appelle des tracés digités, des éléments de raclage de la paroi. Et puis on peut retrouver par terre aussi des vestiges, donc des blocs, bizarrement, des blocs encore avec des charbons, des préparations de charbon, en l'occurrence là ce bloc-là, et ces éléments qui sont associés autour, ben, ça ressemble plutôt à ce qu'on peut avoir, comme on va appeler comme des mortiers, c'est-à-dire des éléments de broyage pour broyer le charbon et avoir en fait l'enduit pour pouvoir réaliser la peinture. Bizarrement, ce bloc-là, avec ces éléments, sont juste au pied des 3 points gouins que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc c'est tout un tas d'éléments comme ça qui nous permettent qu'on récolte, qu'on inventorie, et puis après, ben, on va essayer d'essayer de donner du sens à toute cette enquête. Juste un exemple, par exemple, ces 3 points charbonneux, c'était là juste il n'y a pas si longtemps, c'était là au mois de septembre, on commence à observer ces 3 points charbonneux, et puis je dis tiens, ben, je vais continuer, et puis 3 mètres plus loin, ben, il y a encore 3 points charbonneux, tiens donc, ça fait déjà 2 fois, et puis on prolonge encore 3 mètres plus loin, encore 3 points charbonneux. Et encore un peu plus loin, eh bien encore 3 points charbonneux. Donc c'est comme si on avait une sorte de petits signes, des signes qui nous permettent en fait de dessiner une sorte de cheminement pour les préhistoriques. Il faut s'imaginer qu'ils avaient une lampe et que la portée de la lampe en fait elle était assez limitée et qu'à chaque fois qu'ils avançaient, si on leur dit si tu vas aller au grand puits au fond, tu suis les 3 points charbonneux par exemple. Voilà. Donc c'est tous ces petits éléments en fait qui sont extrêmement importants, ces détails en fait qui sont extrêmement importants et que nous on inventorie. Alors ce qu'on fait aussi, c'est ce qu'on appelle des acquisitions 3D, la photogrammétrie. Alors, c'est un mot barbare, mais c'est très simple. En fait, ça nous permet, la photogrammétrie, c'est une méthode, une technique qui permet en fait d'avoir à partir de photos, d'un appareil photo, d'avoir une restitution en 3D de la surface. Voilà, je vais vous en montrer quelques images. Donc c'est assez facile, enfin facile. Il faut quand même avoir une certaine maîtrise. Mais vous voyez là, les collègues sont en train de réaliser une acquisition photogrammétrique de la paroi des chevaux. Donc c'est une série de photos concomitantes qui nous permettent après, par un logiciel, avec un logiciel particulier, de pouvoir réaliser une image en 3 dimensions. Et puis, bien entendu, toute une série de prospections inventaires. Alors la photogrammétrie, c'est quoi? Là, vous en avez juste un exemple, je vous ai mis un exemple de la paroi des panneaux de chevaux. Donc c'est une acquisition qui a été faite à partir de un peu plus de 5200 photos.
Donc on met ça dans une moulinette avec un logiciel, il va tourner pendant plusieurs heures et il va nous restituer ensuite cette paroi en 3 dimensions. Alors quel est l'intérêt? Vous allez me dire, alors pour le coup, l'intérêt là, il a quand même un intérêt conservatoire parce que le panneau et ces dessins, ces images, elles se détruisent tous les jours quand elles sont en tout cas noyées par la mer. Donc ça a au moins un intérêt conservatoire, mais aussi ça a un intérêt d'étude. Et donc vous voyez, quand on fait un zoom sur cette paroi, grâce à la photogrammétrie, on commence à avoir une qualité d'image assez précise qui nous permet en fait d'évaluer en détail la mise en œuvre en fait de ce panneau. Et puis si on zoome encore plus, on est en capacité là d'avoir une précision qui est inframillimétrique, qui est en dessous du millimètre. Donc là, ça commence à devenir sympathique et extraordinaire. Pourquoi c'est sympathique et extraordinaire? Parce qu'on va pouvoir établir avec finesse tout le recoupement des tracés, entre autres. On va pouvoir même définir quel type d'outil peut être utilisé pour réaliser ces gravures. Ce que je vous disais, on a aussi le sens de la gravure, parce qu'on a des petits bourrelets, j'en cherche, là vous en avez quelques-uns. On a les petits bourrelets, vous en avez ici aussi. Bon, c'est vrai que je ne sais pas si vous voyez bien comme ça de loin. On a encore les petits bourrelets de matière qui ont été écartés, qui se sont mis sur les côtés des sillons, et on voit parfaitement en fait le sens du tracé. Donc on a une précision diabolique qui nous permet en fait de percevoir finement tout le geste, les gestes qui ont été réalisés par les hommes préhistoriques. Voilà. Et ce qui nous intéresse surtout, et ce qui est intéressant pour le travail en fait de l'archéologue des parois, qu'on appelle le pariétaliste, c'est de comprendre la superposition de ces gestes. Comment il a réalisé, comme un artiste, comment il a réalisé son panneau. Voilà. Et la chronologie de ces gestes. Voilà. Voici l'exemple donc de ce relevé qui a été réalisé en 3D sur le panneau des chevaux. Donc ça c'est un exemple, c'est voilà, le type de relevé qu'on utilise sur le panneau des chevaux. D'ailleurs, on a observé un élément qu'on ne connaissait pas. Il est où? Voilà. C'est un protomée, là, qui est un petit protomée probablement de cheval, qu'on voit ici une tête, qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert à l'occasion du relevé du tracé. Voilà, plus en détail. Donc ça nous permet d'individualiser aussi les figures. Ça, c'est particulièrement intéressant, et d'en établir la chronologie d'exécution. Un autre exemple de relevé, qui est un relevé qui d'ailleurs a été fait cette année, qui est tout récent, qui est un mélange à la fois de tracés digités et puis un mélange de figures. Là, vous en avez une, hop, je voulais vous montrer celle-là, d'un bouquetin qui en fait on pensait qui était sur une figure schématisée, mais en fait donc le bouquetin, la tête, les cornes, probablement c'est un vieux mâle avec des grandes cornes comme ça, on prend un vieux mâle, et en fait l'ensemble là que vous voyez là a été fait en même temps alors qu'on pensait que les choses étaient dissociées, et la lecture en fait très précise des traces et de la superposition des traces montre que en fait l'ensemble a été réalisé à une seule fois, dans un seul geste. Voilà. D'autres types de relevés, un exemple. Alors, là, ce que vous avez, c'est un bison. Et on observe en fait, en dissociant l'ensemble des tracés, que ce qui a été fait en premier, donc c'est cet élément-là, qui est probablement d'ailleurs un protomée de cheval, en tracé digité, donc au doigt, de manière très figurative, très schématique, pardon. Et puis ensuite le système rayonnant, et puis après le système rayonnant, bizarrement, a été fait dessus un bison, et les trois associés, donc ça donne cet élément-là, ce relevé-là que vous voyez ici. Donc là encore, voilà, c'est extrêmement important, ça nous permet de voir dans le détail l'exécution de ce type-là de panneau. Donc ça, c'est le travail, par exemple, d'un archéologue pariétaliste, quelqu'un qui va travailler sur les parois.
Un autre élément aussi, ce qu'on appelle, alors un palimpseste, c'est pas un gros mot, c'est en fait, ça veut dire une succession de traces. Hein. C'est une superposition de traces. Et là, donc là, on a une superposition de traces. On a l'impression que c'est assez illisible, qu'il n'y ait pas grand-chose dedans. Mais en fait, le travail de l'archéologue, ça va permettre de mettre en valeur l'existence de ce cervidé qu'on ne voyait pas systématiquement dans le cadre d'une première lecture rapide de cette paroi. Alors, le travail qu'on réalise aussi, donc, c'est, je vous l'ai dit, et j'y tiens parce que je suis spécialiste des sols archéologiques. Et donc, dans une grotte, et notamment à Cosquer, il n'y a pas uniquement des parois peintes, mais il y a aussi des sols archéologiques qui ont des informations, une information extrêmement importante. Et donc, ces sols archéologiques, en fait, on les trouve à peu près de partout, en train de se détruire, de s'altérer. Donc ce que vous voyez en noir, c'est systématiquement les sols qui ont été piétinés par les préhistoriques. Et je dirais en partie plus crème, en fait, c'est les voiles de calcite qui les recouvrent. Quand ces voiles de calcite sont détruits par la mer, en fait, les sols apparaissent. Donc on va relever, identifier tous les secteurs où les sols archéologiques s'abîment, avec pour objectif, j'espère prochainement, de pouvoir réaliser des fouilles dans les secteurs les plus pertinents et essayer de récupérer le maximum de documentation avant que ces sols soient totalement détruits et disparaissent à jamais. Donc on va bien entendu les inventorier et on va essayer de voir, d'évaluer le potentiel sédimentaire. Les autres secteurs sur lesquels on travaille, donc c'est un peu le même travail que sur le panneau des chevaux. On va réaliser des acquisitions photogrammétriques, donc on va prendre l'information par la photo pour pouvoir restituer en 3D les parois et pour pouvoir réaliser tout un tas de relevés, bien entendu à but conservatoire. Là vous voyez, c'est une des mains que j'ai utilisées en introduction de cette présentation. C'est une des mains qui se trouve dans une zone de marnage, là, qui est pour partie noyée. Ça date, c'est une photo de 2017. Là on a eu la chance en 2023, le niveau de l'eau était beaucoup plus bas. Et donc c'est la raison pour laquelle on profite, quand l'eau est extrêmement basse, on profite pour travailler sur les zones, ce qu'on appelle les zones de marnage, les zones qui sont constamment en contact du battement de la nappe d'eau, pour récupérer par opportunité un maximum d'informations. Et puis il y a tous les sols archéologiques et les parois qui sont associés. Donc là vous avez un autre élément d'un bloc qui est en fait soudé à la calcite là en dessous et qui est probablement lui aussi potentiellement un élément de mortier puisqu'on a à la fois du charbon mais on a des éléments un peu rougeâtres qui probablement, il faut qu'on analyse, on ne sait pas si c'est de l'ocre ou de l'argile, mais qui ont servi potentiellement éventuellement à la mise en œuvre de mains en projection en négatif. Et puis, bon, voilà, on a tout un tas d'éléments graphiques autour, et notamment, là, ici, un phoque avec probablement des flèches associées, qui se situe dans un secteur avec une petite coupole là, qui est splendide, où on a un enchaînement sur 5 mètres carrés au plafond, dans une véritable coupole. On a un enchaînement de bouquetins, phoques, bouquetins, phoques. C'est assez réalisé de manière, sur le plan technique, de manière remarquable, et sur lequel donc, on est en train de réaliser tout un tas de relevés. Alors, l'autre point sur lequel on travaille, et sur lequel voilà, je voulais vous parler, parce que tout à l'heure je vous parle de niveau de l'eau qui baisse, qui monte, etc. Il y a un phénomène particulier dans cette grotte, qui est en fait un phénomène de mise en pression de la cavité, qui se passe à l'occasion en fait de tempêtes très particulières, notamment quand la houle est assez importante. Il faut qu'elle soit au moins supérieure à 80 cm de houle. Et on a en fait, il faut une orientation de la houle aussi qui soit à peu près perpendiculaire à l'axe de la paroi. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que la grotte est mise en pression par... quand il y a des tempêtes, pour essayer de vous expliquer ça de manière assez simple mais compréhensible, quand il y a des tempêtes, en fait, la houle va frapper contre la paroi calcaire à l'extérieur de la grotte. Ça va produire une mousse avec des bulles d'air, une écume en fait.
Et cette écume qui est composée notamment de bulles d'air, et ces bulles d'air en fait vont pénétrer dans le réseau karstique, pénétrer en fait par les différents canaux du réseau karstique et vont rentrer dans la grotte à tel point que la pression dans la grotte va augmenter, la quantité de volume d'air va augmenter. Donc la grotte va se trouver en surpression et cette surpression va pousser le plan d'eau plus bas que celui de la mer. Ça peut aller jusqu'à presque 80 cm plus bas que le niveau de la mer qui est 15 à 20 mètres en dehors. Et cette surpression donc, voilà, va pousser le niveau et on va se retrouver avec un phénomène où la grotte est en surpression et une partie en fait, des sols archéologiques qui étaient habituellement sous les eaux ne le sont plus. Et les parois, pareil. On a en fait, voilà un petit peu le système, pardon. Donc vous voyez la houle. Cette houle, à l'occasion de tempête, va générer des bulles d'air. Ces bulles d'air en fait vont pénétrer dans la cavité, c'est un schéma. Hein. Et ces bulles d'air vont faire augmenter le volume d'air, en fait la pression pardon, dans la cavité. Et en fait cette pression va pousser le plan d'eau. Voilà. Et là encore, ça c'est un phénomène exceptionnel qui participe à la conservation de la grotte. Pour des raisons qu'on ignore, mais qu'on a, que le collègue, là, le jeune docteur a évalué, cette pression, au fil des mois, va diminuer. Elle va diminuer, donc on suppose, à la faveur en fait, de pertes dans le massif de calcaire. Et en fait, on suppose qu'à un moment, et notamment aux belles périodes, c'est-à-dire aux périodes chaudes, en fait, le massif calcaire va être composé de tout un tas de joints en argile, et qu'au moment des grosses chaleurs, ces joints en argile vont se contracter, vont se réduire, et vont libérer l'air à l'intérieur de la cavité. Du coup, la pression va diminuer progressivement. Il va y avoir des fuites d'air, en fait. Et la pression va diminuer et donc l'eau va remonter progressivement. Ça se fait, ce sont des épisodes qui se font sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais qu'on a maintenant bien mesuré et sur lequel on doit continuer un petit peu à travailler, c'est-à-dire qu'en gros, le massif calcaire n'est plus étanche et l'air est libéré par le massif calcaire. Voilà. Quand il est humide, les joints d'argile du massif calcaire en fait gonflent et rendent la grotte étanche. Voilà, pour vous résumer un petit peu les principes de base qu'on a essayé un petit peu de comprendre, mais c'est un phénomène sur lequel il faut qu'on continue à travailler, parce que l'idée, ça serait peut-être à court terme de mettre en pression artificiellement la grotte pour pouvoir intervenir sur les sols archéologiques quand l'eau est au plus bas. En gros, faire en sorte que la grotte soit en pression, faire baisser le niveau d'eau et pour pouvoir, par exemple, réaliser des petites fouilles dans les secteurs qui sont noyés. Voilà. Alors, le travail qu'on réalise aussi, c'est la compréhension de ce massif calcaire, de toutes ces stalagmites, stalactites, de comprendre comment elles se sont formées, pourquoi, comment la grotte s'est créée, comment la grotte s'est formée, c'est-à-dire on essaie de comprendre le fonctionnement actuel aujourd'hui de la grotte, mais aussi il faut qu'on comprenne le fonctionnement au moment où les hommes préhistoriques l'ont fréquenté. Donc on travaille sur toutes ces formations karstiques. Donc on essaye donc on a un collègue karstologue, des collègues karstologues, géomorphologues qui vont essayer de comprendre un petit peu toutes ces formations, de travailler dessus, de cartographier tout ça. Et c'est extrêmement important parce que voilà, ça permet de cartographier. Là, bon, c'est un travail qui est en cours. On n'a pas encore travaillé sur l'intégralité de la grotte parce que l'idée, on se limite sur des espaces parce qu'il y a des secteurs, notamment ce secteur-là, qui a malheureusement été piétiné depuis sa découverte. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on se limite, on a canalisé nos déplacements, on ne marche pas n'importe où pour ne pas détruire, notamment les sols. Donc là, on se limite sur des secteurs, entre le secteur 205 et le 101, et les communications qui sont entre les deux. Donc les collègues travaillent à la cartographie des sols et des parois. Donc ils inventorient là aussi, mais sous les aspects géomorphologiques et karstologiques, tous les sols de calcite, tous les spéléothèmes, toutes les concrétions qui voient, et en essayant de comprendre et d'associer ça avec la partie
avec les éléments archéologiques. Donc tout ça, c'est encore une fois ce qu'on appelle une approche intégrée, pluridisciplinaire, qui fait dialoguer différentes disciplines. Alors un élément important, par exemple, c'est dans le fonctionnement et la formation de la grotte, pour faire ça de manière simple. Ce qui a pu être observé, c'est que la grotte, elle s'est formée d'abord à la faveur de ce premier réseau que vous voyez ici, là, premier réseau supérieur et du puits. Et puis pour des raisons encore à évaluer, mais probablement à une régression en fait, du niveau marin, il y a plusieurs centaines de millénaires, en fait il y a eu une sorte de soutirage, et en fait la grotte, une partie du plafond de la grotte s'est effondrée, ce que vous avez là, en fait cette partie-là qui passe en rouge, en fait a été créée par effondrement, et constitue en fait le volume actuel de la grotte. Alors ça marche bien, ce système d'effondrement, parce qu'en fait, en coupe, on le voit en négatif. Vous voyez que ce plafond-là, en fait, correspond à celui-là. Vous voyez qu'en fait, la forme, le profil du plafond correspond en fait à peu près au profil du sol. Voilà. Donc ça, c'est assez caractéristique, notamment ça, on le voit bien ici, là, ce pendage-là avec celui qui est au-dessus. C'est caractéristique d'un effondrement, et puis bon, on le voit bien, on le lit bien en fait au plafond, c'est caractéristique d'une formation de grotte par effondrement. Bon. Donc tout ça, voilà, on y travaille, on étudie tout ça, et les collègues travaillent dessus. C'est important parce que il faut apprendre, il faut comprendre, et il faut surtout lire en fait ce qu'on observe. L'autre travail qui est réalisé, en fait, c'est la partie géomorphologique. L'idée, en fait, c'est d'essayer de restituer en fait la dynamique des paysages à l'extérieur de la cavité. C'est important de travailler à l'intérieur, mais c'est aussi très important de travailler sur la formation des paysages à l'extérieur de la cavité. Donc, c'est essayer de reconstituer les environnements paléolithiques, c'est les environnements qui ont été fréquentés par les sociétés préhistoriques, et notamment celle du Paléolithique supérieur, au moment de la fréquentation de la grotte. Donc, c'est un travail sur tout un tas de sédiments, et notamment des coupes sédimentaires qu'on retrouve à l'extérieur de la cavité, pas très loin dans le massif des Calanques, mais aussi faire des observations sous-marines, parce qu'en fait, une bonne partie de l'information se trouve sous l'eau, puisque je vous rappelle que le niveau de l'eau au moment de la fréquentation, il y a à peu près 20 000 ans, 21 000 ans, était à peu près 120 à 130 mètres plus bas que l'actuel. Et là, c'est une petite restitution en fait, du paysage à l'extérieur de la grotte qu'on a fait à l'occasion d'un documentaire qui a été réalisé avec Gédéon, qui est sorti sur Arte il y a, je ne sais plus, 2 ans. Alors, encore une fois, je me répète, mais je vais passer plus vite, voilà aussi c'est la cartographie encore des sols, et donc le collègue géomorphologue va cartographier toutes les altérations, tous les soucis, tous les problèmes qu'on observe au sol archéologique. Et puis l'autre point sur lequel dont je voulais vous parler, c'est on a, comme je vous en disais tout à l'heure, on a toute une équipe qui travaille sur toutes les données 3D qu'on a acquises, parce que c'est bien beau d'acquérir des données, il faut les traiter. Ça prend beaucoup de temps et ça demande des compétences particulières. Il faut réaliser ce fameux système d'information géographique, parce que toutes les observations qu'on fait sont répertoriées en 3 dimensions et localisées au centimètre, voire au millimètre près à l'intérieur de la grotte, et sur un plan numérique aussi. Et puis il faut organiser toute cette donnée, il faut la structurer, il faut qu'elle puisse être, puisque certaines observations qu'on fait, peut-être que l'année prochaine on ne pourra plus les faire parce que le site aura été, ou elle aura été détruite. Donc ça aussi un objectif d'archivage, de conservation pour les générations futures. Donc on a besoin de gérer cette masse de données, de la structurer, de l'analyser. Et bien entendu, on travaille aussi, entre autres, à des éléments pour pouvoir la valoriser et la publier. Vous avez là, par exemple, des éléments en 3D de la grotte, implantés dans le massif calcaire. Alors là, c'est tout plat, c'est parce que pour l'instant, on n'a pas des données vraiment de qualité en 3D de l'ensemble du massif. Ça, c'est les nuages de points en fait, de l'intérieur de la cavité, du plafond de la cavité qui a été réalisé par laser grammétrie.
Voilà, on organise tout ça et il y a une équipe spécifique qui est chargée de travailler là-dessus. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de travailler vraiment sur de la vraie 3D, mais de la vraie 3D à la fois pour la valoriser, mais aussi ce qu'on souhaiterait, c'est la mise en place d'un jumeau numérique. Un jumeau numérique, ça veut dire quoi? Jumeau ou clone, tout dépend, mais c'est la même chose. En gros, c'est de faire un objet collaboratif sur lequel l'ensemble des membres de l'équipe pourraient partager de la donnée. Donc là, c'est vraiment une visée scientifique, mais à terme, ça peut être également valorisé et on pourra probablement l'ouvrir, je dirais, à peu près tout le monde pour pouvoir y accéder. Donc il y a tout un traitement graphique. Alors ça peut ressembler un peu à des jeux vidéo, mais ce n'est pas le cas, puisque c'est des éléments qui sont quand même assez précis, mais là, pour le coup, c'est à visée vraiment scientifique. Bon, pour finir, je pense que j'étais un peu long, mais pour finir, vous avez compris que c'est un programme qui est vraiment pluridisciplinaire. Là, je vous ai fait un échantillon un petit peu du travail qu'on réalise dans cette grotte. L'idée, en fait, là, ce qu'on est en train de faire, c'est de travailler à proposer toute une série d'interventions, d'actions destructrices, parce qu'on va avoir besoin d'intervenir de manière, alors quand je dis destructrice, c'est-à-dire de réaliser des fouilles. Une fouille archéologique, en fait, c'est une destruction scientifique, parce que si on ne réalise pas ces interventions, bientôt, c'est déjà, en tout cas c'est déjà le cas, c'est la mer qui va s'en occuper. Et c'est la mer qui est en train de détruire une bonne partie de l'information archéologique. Donc l'idée, c'est de proposer des stratégies d'intervention, bien entendu en accord avec l'ensemble des autorités compétentes, parce que c'est un site qui est classé au monument historique et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, c'est réglementé. Et donc on est en train de proposer dans les prochaines années, peut-être même cette année, on va voir ce qu'on pourra faire, de proposer des stratégies d'intervention et essayer de réaliser, en tout cas dans un premier temps, peut-être quelques petites fouilles exploratoires à l'intérieur de la cavité. Bon. Voilà. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long, mais voilà, je pense que ça a une nécessité. Merci.